En 2020, 119 détenus sont morts en prison, 11 dans la prison centrale de Makala et 61 à la prison centrale de Mbujimaï. La liberté de manifestation reste au centre d'une forte surveillance des forces de sécurité. Ces informations sont contenues dans le rapport publié par la Commission nationale de droits de l'homme. Comment sont élaborés ce type de rapport? À quoi sert ce rapport? À qui il est destiné? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Mwamba Mouchikonke, président de la CNDH. Bienvenue, président. Merci, bonjour madame. Bonjour. Alors, ce mois de novembre, vous venez de publier un rapport sur la lutte contre la corruption et les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Qui sont accusés? Bon, presque tout le monde. Hein? Tout le monde, pourquoi? Il y a eu d'abord différentes plaintes déposées à la CNDH. Ces différentes plaintes doivent beaucoup plus certaines institutions et services de l'État. Et aussi, nous avons trouvé certaines choses bizarres, surtout en rapport avec les entreprises privées. Parce que l'image qu'a tout Congolais, lorsqu'on parle de la corruption, on s'attelle à des anciennes définitions. Il faut qu'il y ait un agent public qui intervient. Mais aujourd'hui, la corruption n'a plus cette dimension, même les secteurs privés concernés par la corruption. Alors, il y a eu beaucoup de plaintes et nous nous sommes dit sur le plan pédagogique, il faut d'abord qu'on intéresse les institutions chargées de lutte contre la corruption. C'est ainsi que nous avons organisé des ateliers d'échange d'informations et de bonnes pratiques pour voir qui est réellement accusé. Nous avons fait recours à l'Agence de prévention de la corruption, un service de la présidence de la République. Nous avons fait aussi recours à la coordination des changements de mentalité et aussi à l'inspection générale des finances pour nous parler de ces phénomènes de corruption. Effectivement, ils nous ont parlé, et aussi de l'OCEP, ils nous ont parlé de la corruption en long et en large, et comme ce sont des institutions chargées par rapport à cette question, nous avons eu des informations selon lesquelles la corruption impacte tous les secteurs de la vie nationale. Et nous avons vu ce qui était doigté, c'était beaucoup plus les services de l'État, ce qui a fait qu'on puisse inviter tous les secrétariats généraux des différents ministères pour qu'ils puissent s'échanger avec la Commission nationale des droits de l'homme et voir ensemble comment lutter contre la corruption. On a doigté aussi les entreprises publiques, nous les avons aussi invités. On a doigté les parquets, donc les cours et tribunaux. Nous avons invité tous les magistrats pour qu'on puisse voir ensemble comment lutter contre la corruption. Mais notre démarche était beaucoup plus de sensibiliser et conscientiser tous ceux-là qui étaient accusés dans les différentes plaintes par la population. Donc justement, vous avez évoqué des plaintes. Qui ont formulé ces plaintes pour vous saisir? C'est la population. Nous, c'est beaucoup plus la population. Il y a des plaintes individuelles, des plaintes des organisations de la société civile qui déposent chez nous. Chez nous, la CNDH est saisie par toute personne physique ou morale. Pour les cas précis qui a poussé à faire cette sensibilisation, les plaintes sont venues beaucoup plus de quel espace? De Kinshasa, de l'intérieur du pays? Non, il y a ceux-là qui déposent. Quand nous parlons de la CNDH, on voit une institution décentralisée. Comme vous le savez, la CNDH a son siège national au niveau de Kinshasa, mais aussi ses sièges provinciaux dans chaque chef-lieu de province. Mais nous avons aussi des antennes au niveau de chaque ville et chaque territoire. Alors maintenant, toutes les différentes plaintes déposées à nos ramifications sont signalées au bureau national. Parce que toutes ces différentes décentralisations, ces entités décentralisées de la CNDH
dépendent du bureau national. D'accord. Alors, vous avez dit que les plaintes vous ont été déposées par la population. Ces plaintes sont de quel type? Ces plaintes, elles évoquent la corruption, mais de quelle nature pour que ça touche et le secteur privé et les secteurs publics? Comment la corruption se comporte? Voilà, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de plaintes, c'est d'une façon ordinaire, quoi. Mais d'une façon technique, nous parlons de dénonciation. Lorsque nous sommes dans le secteur des droits de l'homme, c'est-à-dire la population dénonce. Il y a des gens qui passent, par exemple les chauffeurs, ils viennent chez nous, ils disent non, président, ça ne va pas. Si vous voyez dans notre rapport, nous avons même indiqué les secteurs là où la corruption s'opère avec la police qui réglemente la circulation routière. Vous verrez, on a montré même les axes de corruption. Et donc, c'est tout le monde qui... Par exemple, vous avez des détails précis sur ces faits-là? Oui, par exemple, on nous parlait des PCR de 7e rue, en face, donc 7e rue, donc c'est la commune de Limité. De la Gombe, on nous parlait des PCR en face de la Gombe. Bon, donc, il y a beaucoup d'endroits, même vers ma campagne, ils nous ont cité beaucoup d'endroits là où s'opère la corruption. Et nous avons dépêché nos équipes pour vérifier. Effectivement, nos agents se mettaient à l'écart pour observer. Donc, vous ne pouvez pas faire même une heure pour que vous ne puissiez pas remarquer un acte de corruption. D'accord. Alors, vous avez compris que c'est dans le chef même du personnel de l'État, ces pratiques condamnables, et vous vous limitez à les sensibiliser. Donc, il n'y a pas de coercion. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'ouverture de procès. Exact. C'est ça la difficulté rencontrée même dans... Nous avons mené des enquêtes pour voir si la corruption est sanctionnée. Nous avons observé qu'il y a un problème. En des termes techniques, il y a ce qu'on appelle le chiffre noir. Chiffre noir, c'est-à-dire entre le comportement dans la société et entre la sanction prévue par rapport à ces comportements. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous visitez les cours et tribunaux en termes d'enquête pour voir combien de jugements concernent la corruption, il est difficile de trouver peut-être même plus de 5. C'est difficile. Si vous arrivez dans les milieux administratifs, entre autres au niveau des secrétariats généraux des ministères, des différents ministères, il est difficile de trouver des sanctions administratives en termes de révocation pour des faits de corruption. Donc, c'est à compter au bout des doigts, alors que la corruption devient de l'eau à boire dans les différents services publics. Mais aujourd'hui, nous sommes rangés derrière la volonté politique du chef de l'État. Comme vous le savez, en 2019, il a donné sa vision par rapport à la lutte contre la corruption lors de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Le chef de l'État n'est pas parti par 4 chemins. Il a vraiment montré sa volonté politique de lutter contre la corruption. Voilà. Il avait promis qu'on crée des agences de lutte contre la corruption. C'est ce qui a fait qu'il y ait la coordination des changements de mentalité et l'agence de prévention de la corruption. Donc, ce qui est maintenant problème, c'est quoi? Lorsque le chef de l'État donne le mot d'ordre de lutter contre la corruption, ce n'est pas lui-même qui va mettre en œuvre ces mots d'ordre. C'est-à-dire ce sont les services spécialisés. Mais ces services entre autres, les cours et tribunaux. Président. En fait, en lisant le rapport que vous avez publié, vous avez évoqué le fait que malgré la multiplicité des services de l'État qui viennent renforcer cette lutte, et de manière étonnante que cela puisse paraître, dans le chef de ces mêmes services pèsent des accusations, des corruptions. Donc ça devient comme une barrière à la volonté du chef de l'État. Vous ne pensez pas? Exact, c'est ça. C'est ça, parce que
lorsque on aime, ou lorsqu'on veut accompagner le chef de l'État dans sa lutte, il faut d'abord se dépouiller de l'ancien homme, c'est-à-dire changer les mentalités. Oh, le changement des mentalités, c'est tout un problème. Vous vous souvenez même avec l'ancien président, quand on lui avait posé la question. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire, que tu regrettes dans ta vie? Il avait dit quoi? C'est de changer l'homme congolais. Changer la mentalité de l'homme congolais. Et le chef de l'État a créé une institution pour voir comment changer la mentalité de l'homme congolais. Les changer comment? C'est en tout. Mais nous prenons un petit aspect. Il y a encore un autre aspect, par exemple, de la torture. Ça, on parlera peut-être à des prochaines occasions. Parce qu'aujourd'hui, on a limité les sujets par rapport à la corruption. Oui. C'est qu'un aspect de la mentalité congolaise. Pourquoi? Parce que c'est étonnant qu'on puisse aujourd'hui voir un chef de l'État qui prône l'État des droits, qui prône la lutte contre la corruption, mais la RDC, en 2019, était comptée parmi les 12 pays les plus corrompus du monde. Malgré la volonté du chef de l'État, en 2020, nous sommes comptés parmi les 10 pays les plus corrompus du monde. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez identifié ce problème? Mais nous l'avons identifié, c'est ça. C'est-à-dire la mentalité jusqu'à aujourd'hui, il faut marteler. Il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut conscientiser la population pour dire que les phénomènes, si aujourd'hui nous sommes victimes des violations des droits de l'homme, parce que la corruption impacte sur la jouissance des droits de l'homme, ce que les autres appellent sur le social de la population. Pourquoi on est un pays pauvre? Nous sommes qualifiés d'un pays pauvre. C'est parce qu'il y a la corruption. Si tout le monde travaille correctement, il n'y aura pas de pauvreté. Parce que tout ce qu'il y a comme production, tout ce qu'il y a comme recettes seront canalisés dans les comptes du Trésor public et il y aura la distribution équitable, donc la justice distributive. Alors, vous avez identifié qu'il faudrait toucher au comportement des Congolais, mais qu'est-ce que vous avez identifié comme cause qui facilite ces pratiques de corruption, que les Congolais n'arrivent plus à se départir de ça? Non, la première de toutes les causes, c'est l'impunité. L'impunité. Vous avez vu, avec seulement le renforcement de l'IGF par le chef de l'État, renforcement des actions de l'IGF, vous avez vu que maintenant il y a un changement. Pourquoi on parle que en 2021, il y a mobilisation de beaucoup de recettes? C'est parce que maintenant tout le monde comprend que une fois la corruption est mise à nu, il sera sanctionné. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on règle la question de la sanction, pas la sanction seulement par les causes des tribunaux, même la sanction administrative, si on voit les gens révoqués par l'effet qu'il y a, l'effet de corruption, ça sera une bonne chose. Je vais vous donner un petit exemple. Les nouveaux coordonnateurs chargés de l'agence de prévention de la corruption, il n'a que 4 mois ou 5 mois au niveau de la présidence. Pourquoi? Parce que le premier a été seulement, je ne sais pas, soupçonné ou présumé corrompu. Et le chef de l'État n'a pas tardé. Il a pris une mesure administrative, les sanctionnant, donc l'écarter de l'agence. Et déjà, vous pensez que les nouveaux peuvent tomber dans les mêmes erreurs? Je ne pense pas. Parce qu'il sait que le président, lorsque vous êtes soupçonné et vous êtes cité dans des dossiers flous, il t'écarte. Alors, si on sait que maintenant les causes des tribunaux commencent à sanctionner les faits de corruption, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Donc, la première des causes, de toutes les causes, c'est la lutte
c'est l'impunité. Ah, d'accord. Alors, pour revenir à votre organisation, en des termes simples, c'est quoi la Commission nationale des droits de l'homme? La Commission nationale des droits de l'homme est une institution d'appui à la démocratie. Institution de l'État congolais qui est chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Cette institution, elle a une nature de conseillère de toutes les autres institutions de l'État congolais en rapport avec le droit de l'homme. Donc s'il y a un problème de violation des droits de l'homme dans tel ou tel secteur, la CNDH est appelée à aider l'État congolais à améliorer la situation des droits de l'homme. Qu'est-ce qui rentre dans ce que vous appelez violation des droits de l'homme? Violation des droits de l'homme signifie tout simplement non-respect des engagements en rapport avec le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner un petit exemple. L'État congolais s'engage sur le plan international à ne pas torturer ses citoyens. Et lorsqu'on constate que ces services, parce que quand on parle de l'État congolais, les gens pensent que c'est le chef de l'État, quoi. Non. L'État congolais, c'est tout service qui a le pouvoir public pour mettre en œuvre le respect du droit de l'homme. Alors, si nous prenons un service qui est en charge de la protection du droit de l'homme dans les secteurs de lutte contre la torture, mais ce service-là applique la torture, à ce moment-là, il y a violation du droit de l'homme. C'est-à-dire on viole les dispositions de la Convention relative au respect des droits de l'homme relatifs à la non-torture. Ah, d'accord. Alors, s'il faut rester dans le strict respect des droits de l'homme, comme vous venez d'évoquer, mais ces droits sont violés à longueur de journée, à chaque seconde. Donc, on ne vit plus parce que ces droits ne peuvent pas être respectés à 100%. Non, ce que vous dites là est vrai, parce que si vous voyez notre Constitution a, comme disent les Anglais, a domestiqué les différents droits de l'homme dans notre Constitution. Beaucoup d'articles. Mais lorsqu'on ne respecte pas ce droit-là, tel que énuméré dans notre Constitution, nous tombons dans la catégorie de violation des droits de l'homme. Et ça ne sera pas étonnant quand on crie la RDC est un pays qui viole les droits de l'homme. Mais lorsque vous voulez vous défendre, vous dites non, on ne viole pas les droits de l'homme. Mais non, parce que même la tracasserie policière sont des violations des droits de l'homme. La torture dans des amigos, même dans des prisons, les mauvaises conditions carcérales. Tout ça, ce sont des violations des droits de l'homme. C'est-à-dire l'État congolais est appelé à améliorer la situation des droits de l'homme. Et aussi, il y a des conséquences. Madame, lorsqu'on est réputé pays violateur des droits de l'homme, c'est-à-dire vous êtes en train de chasser les investisseurs. Parce qu'un investisseur sérieux ne peut pas aller dans un pays là où on viole les droits de l'homme. Parce que cela veut dire qu'il va investir à ses risques et périls. Quand vous dites violation des droits de l'homme, c'est ne pas mettre ces prisonniers dans de bonnes conditions, ne pas offrir de l'eau, ne pas offrir de l'électricité. Qu'est-ce qui rentre dans ce package? Non, tout. C'est-à-dire quoi? Là, j'ai donné des exemples en rapport avec les droits civils et politiques. Mais lorsque je vais aborder la question des droits économiques, sociaux et culturels, c'est ce que tout le monde ici appelle le social. C'est-à-dire, lorsque vous facturez de l'eau non consommée, c'est la violation des droits de l'homme, de la deuxième catégorie, ce qu'on appelle en des termes techniques de la deuxième génération. Lorsque vous faites des téléstages avec l'électricité, c'est violation des droits de l'homme. Lorsque vous réclamez des factures pour les services non-services, si je peux me répéter, c'est de la violation du droit de l'homme. Parce que la personne qui paye la facture de l'électricité, mais qui a eu seulement le courant pendant 2 jours, et les autres, c'est le noir. Bon, c'est de la violation. Voilà, pour ce cas. Alors, aussi, même pour les logements. Et pour ce cas de violation, M. Mouchikonke, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les plaintes sont légion. C'est tous les jours, ça c'est le vécu quotidien des populations congolaises. La faute revient à qui? Est-ce que les gens doivent venir vous saisir
aller en justice, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces droits soient respectés? Parce que c'est constitutionnel. Oui, les gens ont saisi la CNDH. La CNDH, si vous observez dans sa loi, vous lisez l'article 28, a plusieurs possibilités pour intervenir lorsqu'il y a les cas de plaintes en rapport avec les violations des droits de l'homme. Quand nous avons reçu des plaintes en rapport avec l'ESNEL, la Régie des eaux, on avait invité ces deux entreprises pour d'abord, parce que nous n'avons pas seulement la méthode de guérir, non, nous avons aussi la méthode de prévenir. Nous les avons invités et nous avons formulé des recommandations. D'abord, on les avait dénoncés, on les avait invités et les dénoncés devant les publics pour dire que voilà, vous vous comportez sur le terrain mal. Voilà ce qu'on vous reproche. Nous avons montré toute nature des plaintes en rapport avec la Régie des eaux et l'ESNEL. Et après, mais il n'y avait pas seulement que la Régie des eaux et l'ESNEL, il y avait même l'OVD, l'OCC, beaucoup d'entreprises presque. Elles se sont défendues de ces plaintes? Non, d'autres, vous ne pouvez pas vous défendre devant une réalité, une vérité. Ils ont seulement promis d'améliorer. Parce que c'était des plaintes donc pour des faits avérés. Oui, mais après ces promesses, y a-t-il eu des améliorations que vous avez notées? Bon, ce qui est vrai que les améliorations, en termes de projets, oui, bon, il y a des projets, on voit par-ci, par-là, des inaugurations par rapport à la Régie des eaux, par rapport à l'électricité, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Ce n'est pas suffisant, beaucoup reste à faire. Mais parce que ces entreprises se plaignent aussi de ne pas suffisamment bénéficier de l'aide de l'État en termes d'investissement. Ils ont aussi des plaintes, les responsables de ces entreprises publiques. Oui, ils se sont défendus en termes de recouvrement. Ces entreprises évoquent la thèse selon laquelle les grands clients, c'est ça leur propre terme, les grands clients ne payent pas. C'est-à-dire les institutions de l'État ne payent pas les factures de l'électricité ou même de la Régie des eaux. Alors, c'est ainsi qu'ils se rabattent sur le pauvre, sur le pauvre domestique, donc population, je dirais, les clients ordinaires. Alors, donc, c'est un peu compliqué. Il faut maintenant que la Régie des eaux ou l'ESNEL publie la liste de ces services-là qui ne payent pas. Mais quand on interroge aussi les grands consommateurs, ils disent non, la Régie des eaux est payée par compensation parce qu'à partir de ce qu'elle récolte, elle ne double pas d'efforts pour satisfaire les besoins de la population. Il recourt toujours à l'État congolais qui débloque beaucoup de fonds pour l'appuyer. Alors donc, vous voyez, devant ces ping-pong-là, et la population en pâtisse. Mais justement, alors, à quoi sert ce rapport après avoir été saisi ou pour des faits de dénonciation sur violation des droits économiques, des droits sociaux? Vos rapports servent à quoi? Parce qu'il n'y a pas de grands changements. Oui. Bon, vous voyez, cette question, c'est une question qu'on m'avait posée quand on évangélisait. Quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi vous continuez à sensibiliser, à évangéliser au moment où les péchés continuent dans la société? Moi, j'ai dit, bon, s'il faut croiser les bras, il ne faut plus avoir des églises parce que les péchés continuent. Nous sommes dans une thèse, le monde à l'envers. Donc, nous, comme CNDH, tant qu'on a la mission de la promotion, nous sommes appelés à sensibiliser. Si tant qu'on a la mission de la protection, on est toujours appelé à dénoncer. Et maintenant, ce qui est vrai pour la CNDH n'a pas le mandat des sanctions au sens des chocs, d'électrochocs pour changement de mentalité. Nous avons une seule sanction en termes de publicité. Or, la publicité touche à la conscience. Lorsque je dis
tel service viole le droit de l'homme, ou telle personne, ou telle autorité viole le droit de l'homme, je les publie et à la face du monde, on sait que tel est violateur de droits de l'homme. Donnez-nous des exemples qui ont touché à des personnes contre qui vous avez fait des publicités pour avoir violé tel ou tel autre droit. Oui, beaucoup, surtout dans les domaines judiciaires. Il y a beaucoup de parquets qui étaient mis en cause. Pourquoi? Parce que il y avait tel ou tel comportement qui violait les droits de l'homme. Je vous ai donné l'exemple des entreprises et aussi je vous ai donné l'exemple des différents ministères et aussi les différents secrétaires généraux qui étaient doigtés. Et notre méthode, que il y a la presse. Quand on publie notre rapport, c'est presque toutes les chaînes qui sont présentes. Et puis, on cite les auteurs des violations des droits de l'homme. Et vous voyez comment ils viennent se justifier. Mais ici, vous ne les citez pas. Apparemment, vous avez peur de les Non, citer. non. La CNDH n'a pas peur. La CNDH, c'est l'État congolais. C'est une institution de l'État congolais. L'État ne peut pas avoir peur de son service. Oui. Nous ne pouvons pas avoir peur des autres services lorsqu'ils violent le droit de l'homme. Parce que vous semblez ne pas les citer. Non, c'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple du rapport de 2020. Nous avons cité énormément les services. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Lorsque l'individu commet l'infraction, nous n'allons pas qualifier ça de violation des droits de l'homme. Ceux qui violent le droit de l'homme, ce sont les préposés de l'État, les services de l'État. Ce sont ceux-là qui sont appelés à mettre en œuvre le droit de l'homme, mais quand ils ne le font pas, ils violent le droit de l'homme. Alors, nous n'allons pas dire magistrat X a violé le droit de l'homme. Non. C'est-à-dire, celui-là a commis une infraction, et lorsque il y a une infraction, nous avons une procédure pour l'exter en justice. Mais pour dénoncer, on dénonce quel est le service qui viole le droit de l'homme. Vous trouverez dans les rapports, on vous dit, les auteurs des droits de l'homme, on cite tel service, après avoir démontré les différentes plaintes. Je vais vous citer à son temps les rapports de 2018. On avait mis en exergue les services de renseignement, communément appelés l'ANER. Et quand nous avons publié notre service, nous avons doigté l'ANER. Nous avons dit l'ANER dans notre pays viole le droit de l'homme. Et à ce moment-là, vous avez vu, quand les chefs de l'État accédaient à la magistrature suprême, la première réaction, c'était quoi? Suspendre d'abord les cachots de l'ANER, tout ça. C'est-à-dire, ils suivaient, quand même, ils étaient dans l'opposition, ce que nous, on dénonçait. En 2020, il y a aussi des citations comme ça? Oui, il y a manifestations publiques et problème de traitements inhumains dégradants, problème de torture, problème de la justice. Donc, tout ce qui a trait à la privation des libertés, même droit à la libre circulation, tout ça avec des barrières imaginaires. C'est parce qu'on est à Kinshasa. Si vous descendez à l'intérieur des provinces, ce sont des cas fréquents. Maintenant, lorsque on arrive dans les secteurs ou dans la génération des droits économiques et socio-culturels, là, vous trouverez, il y a les problèmes des prix. C'est le problème des droits de l'homme. Il y a les problèmes de routes pour déplacer des marchandises ou des productions agricoles. Lorsque vous avez des routes impraticables, alors que vous êtes producteur de produits agricoles, on viole le droit de l'homme. Les routes, c'est un problème aussi de droit de l'homme. Des logements, lorsque le gouvernement, l'État congolais, n'octroie pas de logements décents à sa population. Ce qui est le cas. Voilà. Et lorsque même les services de cadastre font des lotissements dans des endroits marécagés, c'est un problème de droit de l'homme. Parce que l'hôtel de ville vient, quand les gens commencent à pleurer, chef de l'État, mais qui a octroyé des titres
des propriétés. Alors tout ça là, tout le monde serait devant la justice, tout le monde ne respecte rien. En rien. principe, ce que nous disons quand on parle de l'impunité, c'est-à-dire quoi? Lorsque le cadastre, les services de cadastre font des lotissements, il y a aussi le problème même de l'urbanisme. Vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas des avenues dans d'autres quartiers. Vous voyez quelqu'un laisse son véhicule à 2 km. Pourquoi? Parce qu'on a mal loti. Donc, le service de l'urbanisme va passer par là. Bon, il y a les problèmes de droits collectifs. Quand il y a pollution, nos entreprises qui s'installent dans notre pays polluent. Ils ne respectent pas leur cahier des charges. Nous les avons dénoncés, publiés dans les rapports sur la responsabilité sociétale. On a dénoncé tout ça. La pollution de la rivière Chikapa, par exemple. D'ailleurs, là, c'est maintenant parce que c'est une entreprise étrangère, nos propres entreprises. Allez à Likasi, vous n'allez plus manger les poissons Capolo. Pourquoi? Parce que des rivières sont polluées par les entreprises minières. Il y a aussi les tapages nocturnes circuler dans nos communes. Est-ce que nos enfants dorment selon les normes? Non. Parce qu'à chaque 2 mètres, il y a soit une église, soit un bar. Voilà. Les bars qui cohabitent avec des églises. Avec des écoles. Avec des écoles. Donc, il y a un problème dans la société. Oui, tout ça là sont des violations des droits de l'homme de la 3e génération. Alors maintenant, pour 4e génération, comme ça vous allez me poser des questions sur toutes les générations. Allez-y. Ce sont les droits catégoriels. Les droits catégoriels, c'est-à-dire quoi? Personnes vulnérables. Vous trouverez les peuples autochtones. Combien de peuples autochtones qui sont évacués, qui sont délogés de leur village? Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des richesses, des sous-sols, sans compensation. Vous trouverez les personnes avec handicap, les personnes de 3e âge. Combien d'hommes de vieillards conduits par l'État congolais? Si ce n'est quelqu'un à compter au bout de doigts des églises catholiques, ou peut-être des salitistes. Et quoi là. Donc, c'est pour vous dire que la RDC respire l'ère de violation des droits de l'homme. Mais nous voyons violation des droits de l'homme, c'est seulement les droits civils et politiques. Là, il y a des tracasseries, des tortures, des arrestations arbitraires, des détentions illégales. C'est ce que nous mettons en exergue. Mais non, les droits de l'homme, il n'y a pas seulement que les droits civils et politiques. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs. Voilà, les 4 catégories que vous venez d'énumérer. Président, alors, vos rapports se limitent à faire la publicité après les dénonciations, ou vous prévoyez aussi des mécanismes pour tendre vers les améliorations? C'est prévu dans Oui, c'est vos prévu. rapports? C'est pour ça que nous formulons des recommandations. Nous disons, souvent des recommandations sont destinées selon notre loi. La loi nous dit, lorsque vous publiez des rapports, il faut formuler des recommandations auprès du président de la République, auprès du Parlement, donc de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement et des cours et tribunaux. C'est ce que dit la loi. Et ces institutions-là, telles que savent nos rapports, et c'est obligatoire. Et ils les mettent dans les tiroirs où il y a du répondant? Mais sans vous cacher, du côté président de la République, il y a des réponses. Vous le dites parce que c'est le chef de l'État? Non, ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État, parce que nous évaluons nos recommandations. Je prends l'exemple pour des engorgements des prisons. On a formulé des recommandations et on l'a saisi par des lettres dans le cas de suivi. Et il a pris des mesures pour le 30 juin. Il a pris des mesures de grâce pour qu'on puisse désengorger des prisons. Voilà. Et on a fait des suivis. Il y a eu des milliers de gens. Voilà. Si le chef de l'État essaye de suivre les recommandations de votre institution, comment comprendre la résistance des autres? C'est ce que j'ai dit, c'est là où il y a problème. C'est-à-dire le chef de l'État a ses attributions. Le Parlement, lorsque nous
nous formulons une recommandation selon laquelle il faut voter la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et lorsque le Parlement ne vote pas ça, ce n'est pas le chef de l'État qui va se substituer au Parlement. C'est-à-dire le Parlement doit mettre en œuvre la recommandation de la CNDH qui demande à ce que la loi sur la protection des DDH, donc des défenseurs des droits de l'homme, soit votée. Mais vous n'avez pas d'injonction à donner à des institutions... C'est pour ça que nous parlons, la loi ne nous donne pas ces pouvoirs. Elle nous donne le pouvoir de formuler des recommandations et de dénoncer. C'est-à-dire, si nous faisons autre chose en dehors de la loi, nous violons aussi notre propre loi. Et à ce moment-là, nous sommes poursuivables. La CNDH, vous dites que vous êtes une institution de l'État, oui. Vous dépendez de qui? Alors, quel est le sérieux des enquêtes que vous menez? La CNDH est une institution de l'État congolais indépendante dans ses actions. Ce qui est vrai que nous ne sommes pas nommés par le chef de l'État. Nous sommes investis par le chef de l'État. La procédure est la suivante. Quand on parle d'une institution citoyenne, d'appui à la démocratie, c'est-à-dire la composition de la CNDH, les membres viennent de structures sociales. Les structures sociales, les mêmes structures s'organisent pour désigner des délégués. Pour désigner les délégués. Et ces délégués-là entrent maintenant dans la procédure d'entérinement par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale transmet les dossiers au président de la République pour investiture. Et une fois les membres de la CNDH sont investis, ils prêtent serment, avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment à la Cour constitutionnelle. C'est une grande garantie dans le fonctionnement de la CNDH. Et maintenant, les membres de la CNDH prêtent serment par rapport à leurs actions qu'ils doivent mener. Ils dépendent de qui? La loi dit que vous êtes soumise qu'à l'autorité de la loi. Et il est interdit à une autre institution de donner injonction à la CNDH pour agir de tel ou tel. Et ça, nous l'observons. Que ce soit avec l'ancien régime, que ce soit avec l'actuel régime, je suis à la tête de la CNDH, aucune institution, jusqu'à maintenant, a déjà donné l'injonction à la CNDH d'agir. La même chose même pour les ambassades. Vous voulez dire que vous ne subissez pas de pression? Non. Ils ont notre loi. Nous ne sommes pas une structure, une institution créée pour subir des pressions. Oui, mais quand vous donnez des chiffres, par exemple, vous publiez des rapports qui dérangent un tout petit peu les institutions. Nos rapports ne dérangent pas. Parce Comment que nous ça? sommes liés dans... nous fonctionnons sur base d'un principe de collaboration interinstitutionnelle. C'est-à-dire, nous avons juré de dire rien que la vérité. Si je vous dis que Madame Bouela, c'est une femme de la RTNC, ça va vous gêner en quoi, alors que toi tu es de la RTNC? Lorsque je dis que la police viole le droit de l'homme, la police routière est corrompue à la longueur de la journée. Vous n'êtes pas inquiété parce que... On ne peut pas inquiéter quelqu'un qui vous dit la vérité. Parce que nous ne sommes pas un groupe de pression. Nous ne sommes pas une ONG pour travailler sous les comptes de tels, sur base des injonctions de tels. Non. Nous travaillons pour l'intérêt de l'État congolais. C'est-à-dire même nos rapports... C'est l'État congolais qui est accusé de ne pas être en mesure... de remplir ses devoirs. Vous dérangez l'État? Non, nous l'aidons. On ne dérange pas l'État. Au contraire, on aide l'État congolais à améliorer la situation des droits de l'homme. On aide parce que nous sommes conseillers de toutes les institutions de l'État congolais en matière des droits de l'homme. Quelqu'un qui vous conseille, il vous gêne en quoi? Si moi je vous donne, je vous conseille en vous disant la vérité. Au contraire, vous devez m'aimer. Pour dire qu'au moins si la CNDH parle, je vous donne un petit exemple qui a fait de la CNDH une force dans ce pays. Les ministères de l'Intérieur publient lors d'une manifestation publique qu'il y a eu 34 morts. Le bureau conjoint parle de 40 combien morts. Et la CNDH publie un chiffre très élevé en disant non,
Tous ces chiffres-là, c'est moins. Voilà, c'est notre enquête. Le résultat de nos enquêtes, il y a eu plus de 52 morts. Et on donne toutes les preuves. De l'Intérieur. Non, le ministre de l'Intérieur a présenté les problèmes au Conseil des ministres. Il a minoré les chiffres, lui. Il avait minoré. Mais dans le Conseil des ministres, comme les gouvernements avaient notre rapport, les présidents de la République avaient notre rapport, ils ont dit non, ces gens, ils ont donné avec des preuves. On avait monté une équipe de contre-vérification de ce que la CNDH a donné. D'accord. Mais heureusement, cette équipe-là est descendue sur le terrain. Quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que la CNDH a dit la vérité. Et maintenant, ils nous ont demandé... Vous avez gagné en crédibilité. Mais oui. J'avais donné pour terminer quelques chiffres au début, hein, des morts en prison. Est-ce que ces dénonciations ont pu changer quelque chose? Vous continuez à suivre le dossier? Non, on suit le dossier parce qu'il y avait aussi le problème des maltraitances. Vous voyez, il y a des gens qui mouraient à cause des tortures, d'autres par faute de nourriture, d'autres faute de médicaments et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai suivi une émission, là, je pense avec la RTNC, Madame la ministre d'État Justice a montré son programme à la tête de cette ils sont dans les processus de changement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail, dans l'exercice de votre travail? Non, nous, je vous dis que la CNDH a des problèmes depuis longtemps de fonctionnement en termes de décaissement. Le Parlement vote un bon budget pour la CNDH, comme toutes les autres institutions. Les budgets engagent. La CNDH engage, et lorsque les dossiers arrivent au ministère des Finances, ça pose des problèmes. Et des fois, les taux de décaissement, c'est de 0, quelque. Et ça fait problème lorsqu'on présente les rapports au Conseil des droits de l'homme, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et comment vous alors maintenant, c'est maintenant que nous commençons à vivre des améliorations avec le nouveau actuel ministre des Finances. Parce que je vais vous dire, de tous les ministres des Finances qui sont passés au ministère des Finances, ils ont posé des problèmes. Vous jetez des fleurs à l'actuel? Je ne jette pas des fleurs, je dis qu'il y a maintenant des améliorations. Parce qu'au moins, nous avons eu certains dossiers de la CNDH, bien que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand pas qu'il faut apprécier. Nous avons vu, et ça m'a même étonné, parce qu'on commençait même à oublier que la CNDH peut avoir les frais de fonctionnement. Parce qu'on était habitué à des souffrances. Mais avec l'avènement du président Félix, ça il faut... Parce que c'est ça la force de la CNDH, dire la vérité. Et il a payé toutes les dettes de la CNDH. Depuis 2003. Ça vous redonne le prestige du travail. Le prestige, parce qu'au moment où je vous parle, la CNDH RDC est vice-présidente de toutes les institutions nationales des droits de l'homme du monde francophone. Très bien. Nous allons échanger une prochaine fois pour essayer de comprendre comment vous avez fait pour que le pays ait ce statut. Vous ne faites peut-être pas trop de publicité comme vous le faites pour les différents rapports de dénonciation sur des mégestions, des faits infractionnels, dont la corruption ou autres violations de droits de l'homme. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour ce bel échange qui s'est apaisanti sur le rapport de l'année passée publié par la Commission nationale de droits de l'homme, mais aussi le récent rapport sur la corruption en République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup appris, je suppose, avec la catégorisation de différents types de violations en RDC. Vous avez compris que la CNDH est là et elle attend d'être saisie. Vous avez un numéro, je ne sais pas, un numéro vert, ce serait facile pour que les gens atteignent la CNDH qui est représentée à travers toutes les provinces pour aider les Congolais à jouir de leurs droits. Merci de votre fidélité. On vous retrouve très bientôt avec un nouveau numéro.